Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui le temps attendu, top des cartes d'essai. Du coup vous l'avez vu sur le titre, la miniature, partout là, voilà, vous êtes là pour ça. Déjà, première chose, merci de regarder les vidéos d'essai, ça fait plaisir, vous êtes nombreux et ça vous régale. Et il n'y en a pas eu depuis un petit moment, à part le débrief que vous avez dû voir avant ce top, je ne sais pas dans quelle heure ça sort, sinon il y a un débrief qui arrive, parce que simplement je n'ai pas pu jouer en d'essai depuis la Coupe de France. Je n'ai pas eu l'occasion, été très occupé cet été, et du coup depuis mi-juillet je n'ai point fait de d'essai, à part sur MTGO très brièvement. Du coup c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de d'essai. Mais rassurez-vous, maintenant, normalement, la saison reprend. Je vais pouvoir vous reproposer du contenu assez régulièrement en Duel Commander. Et s'il y a des choses que vous voulez savoir en DC, dites-le moi en commentaire. Déjà parce que ça va m'aider à orienter mon contenu en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous cherchez pour le Duel Commander. Et au-delà de ça, si vous mettez le commentaire avec un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne, ce qui est tout gratuit, vous rentrez dans un tirage au sort potentiel pour gagner un booster de ce monde. Et ça fait plaisir. Petit booster de ce monde, complètement cadeau, complètement offert. Ça arrive chez vous, offert par la Belle Carte. La Belle Carte, c'est notre société avec Val et Baptiste qui, du coup, sponsorise ces vidéos sur la chaîne Multi TCG et sur les autres chaînes. Et ça régale. Donc voilà, c'est totalement cadeau. N'hésitez pas à passer sur labellecarte.fr pour faire de petites emplettes ou à venir sur Voct avec le code Labellecarte. Ça vous donnera en plus 10 € de réduction dès votre premier achat. Et ça fait plaisir. Merci aussi, j'en profite à Ultimate Guard. Lien dans la description. On clique, on y est, on fait les petits achats, on reçoit ça chez nous, ça nous a soutenu, ça les a soutenus, ça vous a soutenu un petit peu quelque part, puisque du coup, vous avez du matos solide pour protéger vos cartes, et ça régale. Aujourd'hui, top du coup des cartes d'essai après cette petite intro où je vais du coup vous parler des cartes de l'extension Duskmourn et l'extension Commander Duskmourn où je suis allé piocher aussi quelques cartes. Il n'y a pas d'ordre, pas de classement, juste selon moi c'est les cartes, c'est vrai que ça s'appelle top mais bon c'est pas vraiment un top, c'est les meilleures cartes que je considère jouables en DC. Je sais pas si elles seront jouées mais je les considère jouables et il y en a d'autres que j'ai vues à droite à gauche qui auraient pu peut-être rentrer, genre une petite dans Svelte-Pat, une petite par-ci par-là. J'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant de vous parler de toutes les cartes qui potentiellement peuvent être un ajout ou remplacer une carte qui existe déjà. Du coup, j'ai pris celles qui sont un petit peu plus novatrices. Et on a quand même pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir à la durée de cette vidéo. On commence simplement, tranquillement, par l'orée de Bourbefeu. En fait, toutes les aurées. Voilà, j'ai pris celui-ci pour pas montrer toutes les images parce que ça sert à rien. Ce cycle de land pour tous les decks bicolores, je le trouve très très bien. À mon avis, tous les decks bicolores auront envie de jouer un land d'étape qui facilement va proposer deux types de mana plus tard dans la partie. J'espère qu'ils vont compléter le cycle au total parce que c'est vrai que des fois tu préfères avoir plutôt un mana rouge et après un mana noir. Bon, en général, on préfère plutôt un mana noir puis un mana rouge, notamment pour les spells de discard et d'interaction, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tous les lands comme ça, si vous jouez bicolore, c'est cool. Si vous jouez tricolore, je pense que ça peut être intéressant. Je crois que le Dimir, typiquement, il fait du mana bleu puis du mana noir. Donc ça, c'est très bien. On a besoin d'avoir du mana bleu d'étape quand on joue les couleurs Dimir tôt dans la partie. Donc il est très bien, même si on joue tricolore. Si on joue tricolore équilibré, ils seront pas tous, vous n'allez pas tous les jouer, je pense. Mais voilà, ça dépend après de votre mana base. On commence tranquillou par ça, évidemment, c'est très bien. Je vois que le prix est déjà un peu élevé. Si j'étais vous, je tarderais pas trop, parce qu'à mon avis, ça va être bien à jouer dans potentiellement plusieurs formats. Ensuite, le suzerain de Sombreur, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Pour 5, c'est une 5-5 avec l'imminence 5 pour 2 mana, donc on peut le caster en tant qu'enchantement seulement, qui va quand même faire son ETB et qui tous les tours va perdre un marqueur temps jusqu'à être directement une créature. À chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'il attaque, on meule 4, puis on peut renvoyer une carte de créature non avatar ou un planeswalker de notre cimetière dans notre main. J'ai trouvé ça intéressant comme carte parce que c'est un body très correct avec un ETB qui fait de la value. Donc ça va marcher un peu avec la synergie cimetière pour se meuler et pour récupérer une petite carte. Tous les tours, quand ça va cogner, ça va récupérer aussi une carte en se meulant. Et le truc de tour 2, typiquement quand vous jouez dans certains match-up un peu grind mid-range ou contrôle, tour 2 vous faites ça, vous piochez votre petite carte, ça vous a rien coûté de votre main entre guillemets, parce que la carte s'est remplacée, et au bout de 5 tours, donc techniquement 4 tours plus tard elle devient créature, puisque tout de suite ça perd un marqueur, vous allez avoir un gros body qui arrive gratuitement. Donc en fait, quand vous allez avoir besoin potentiellement de ce gros body plus tard dans la partie, vous allez pouvoir l'avoir ainsi que d'autres créatures ou d'autres sorts dans le même tour, et du coup la tempo peut être intéressante. Après contre les decks aggro, tour 2 faire un peu rien, c'est compliqué. Ces créatures enchantement, ça peut se faire gérer un petit peu plus facilement que seulement une créature, mais pour les stratégies qui auront envie un peu de se meuler, ça peut être intéressant, notamment en parlant de se meuler. Le Valgavoth, le dévoreur de terreur. Alors désolé, il y a des cartes qui sont décalées.
je prends les cartes sur Magicville et du coup, le site est pas tout à fait droit apparemment, donc c'est pour ça qu'il y a des petites bandes. Valgavoth, le dévoreur de terreur, bon, pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est que c'est un immense sport qui est extrêmement dur à gérer, donc les stratégies réanimateurs seront très contentes d'essayer de réanimer un Valgavoth. Je l'ai mentionné juste pour ça. Je suis pas sûr que ça va être joué ou quoi, mais genre c'est sacrifier 3 permanents, la parade c'est non terrain, donc vraiment ça coûte très cher en plus du spell pour le cibler, et ça vous fait gagner la game à mon avis très très vite ce Valgavoth. Donc si il y a des decks réanimateurs qui réapparaissent, il y en a encore un petit peu, mais bon, ils sont un petit peu discrets, ça peut être très puissant d'avoir un Valgavoth comme énième top curve de réanimation qui pourrait être solide. On passe au tourment flétrisseur. Alors là, pour l'instant, elles sont dans l'ordre des couleurs. Je ne sais pas si ça va être le cas. Je ne les ai pas sélectionnées exprès comme ça. Tourment flétrisseur pour 3 en éphémère. On détruit une cible, créature ou enchantement. On perd 2 points de vie. Ça, c'est cool. C'est un anti-bet très décent qui peut cibler n'importe quelle créature et surtout des enchantements. Je pense que ça s'adresse plutôt au deck mono noir ou alors au deck Dimir par exemple qui ont du mal à gérer les permanents. C'est un anti-bet qui reste décent même si c'est un peu à 3, mais même si c'est un peu cher à 3, mais c'est en éphémère. Mais surtout, ça gère les enchantements. Donc si jamais vous êtes un peu chiche en land contre des Blood Moon et Magus, bah, vous avez une gestion qui gère les deux, Blood Moon et Magus, mais ça c'est si vous êtes multicolore, et si vous êtes multicolore, normalement vous avez de quoi mieux gérer des enchantements. Mais sait-on jamais, ce petit tourment flétrisseur, il pourrait être cool, et comme je vous disais, pour les couleurs, donc mono noir et Dimir qui gèrent très mal les enchantements, à moins que Dimir les contre évidemment, vous avez un petit tourment flétrisseur qui peut être sympathique comme tout, parce que celui qu'on avait déjà qui gérait créature enchantement, il coûtait souvent plus que 2 points de vie, et il était rituel. Donc là il coûte un mana de plus, mais il coûte toujours que 2 points de vie, et en éphémère, donc ça c'est pas mal. Norine, survivaliste, agile, on a une 2-1 pour un mana rouge, créature légendaire, humain et couard, il ne peut pas bloquer. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez l'exiler, vous pouvez jouer cette carte depuis l'exil ce tour-ci. Attention, c'est pas gratuit, faut repayer le coût de la carte quand vous voulez la jouer. Pourquoi je vous parle de Norine? Alors déjà c'est un 2-1 pour un rouge, donc ça veut dire que ça fait un autre tour 1 rouge pour Mono Red potentiellement. Et il y a beaucoup de gens qui en parlaient, qui disaient oh, c'est trop fort et tout machin. Moi je trouve pas, mais je vous en parle notamment pour ces raisons. Norine, selon certains, ça va être le nouveau commandant de Mono Red. On va se débarrasser des tours 1 qui sont du coup pas très bien dans Mono Rouge. Surtout on n'a pas une densité suffisante. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a qui sont moins bien que d'autres. Quand on joue le 2-1 pour 1 qui sacrifie pour mettre un rôle, c'est pas fou non plus, quoi, même si c'est ok. Du coup, on a un tour 1 dans la command zone qui est Norine, qu'on va jouer à 1, qui va nous permettre potentiellement de sauver quelques créatures sur des phases d'attaque. Et on va re-rentrer beaucoup de drop 2 que l'on n'avait plus parce qu'on jouait Feldon. Je comprends ce propos, hein, c'est un peu comme ça qu'on fait avec Mono Rouge depuis longtemps. Suivant, en DC en tout cas, suivant le coût de ton commandant, bah, tu joues très peu de sorts créatures du coût de ton commandant. Donc s'il coûte 1, tu joues beaucoup de sorts 2 et 3 et un petit peu à 4. S'il coûte 2, tu joues plutôt des sorts 1, 1 et 3, etc. Sauf que là, je trouve que Sonorin, il est vraiment pas très intéressant. Il est enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il est légendaire. Donc ça lui permet d'être en général. Mais genre sinon, la créature est vraiment pas ouf. Pas naze non plus, mais pas ouf. Et Feldon, c'est devenu, au-delà d'être un 2-2 célérité légendaire, donc ce qui était déjà bien, c'est un moteur de CA potentiel, et on a trouvé plein de façons de s'en servir de ce Feldon, en le pingant avec la carte désert, en réutilisant nos blasts qui ne tuent pas l'adversaire ni ses créatures pour le mettre sur Feldon pour trouver de meilleures cartes, de meilleurs blasts, de meilleures menaces. Donc je pense qu'en fait Feldon est toujours meilleur, et s'il veut une grosse densité de tour 1, il peut rajouter un petit Norine, mais en soi c'est pas très intéressant pour moi de swapper là-dessus. Effectivement, les tours 2 en général sont meilleurs que les tours 1, donc on aura une meilleure densité de bon tour 2 qu'une densité de bon tour 1 pour un deck agressif rouge. Mais je trouve qu'une CZ meilleure, avec laquelle tu peux un peu trickser, et surtout, Mono Rouge, je rappelle, c'est un deck de masse critique, donc il y a besoin d'un certain nombre de cartes pour gagner. Il ne peut pas gagner avec peu de cartes, Mono Rouge, sauf si l'adversaire ne fait rien du tout, mais normalement, en duel commander, votre adversaire, il va bouger une oreille. Et vous avez un commandant avec Feldon qui va se curver bien autour 2 et 4, parce qu'il va être géré certainement par votre adversaire, qui est un petit peu imbloquable, parce que si jamais l'adversaire bloque, bah, ça va vous faire de la value, sauf s'il bloque avec des murs. Qui n'ont pas de force. Et vous-même, vous pouvez forcer des triggers sur le Feldon pour justement grinder et avoir un peu plus de cartes à jouer dans les parties, que vous ne pourrez pas du tout faire avec Norine. Enfin, si vous pourrez jouer un peu plus de cartes, vous pourrez jouer un peu plus de créatures que vous allez exiler quand elles sont bloquées. Donc ça permet de s'empaler un peu plus Norine, mais en vrai, on s'empale pas beaucoup dans les boards avec Mono Red de base.
Donc c'est pour ça, Sonorin, je le mentionne. Je ne sais pas si on va le jouer, et puis si le metagame devient on joue Norin et Feldon dans le deck, et du coup on change un peu la structure, tant mieux. Ça m'aura ça m'aura contredit et prouvé que j'avais tort, mais selon moi, ce n'est pas suffisamment bien. Et attention, j'avais un argument, mais finalement je reviens dessus, de Norin, ça peut être dans le deck Feldon, et on peut swap si vraiment on a besoin d'avoir un tour 1 contre certains decks ou quoi, sauf qu'en fait le build du deck n'est pas le même du tout. Et du coup, quand vous allez swap dans Norin, si vous jouez Feldon, vous n'aurez pas assez de tour 2 pour faire des trucs autour de, sauf si vous avez des blasts, ou alors vous allez faire double tour 1. Donc pour swap, il faudrait par exemple jouer Feldon, et avec énormément de tour 1 dans le deck, comme ça quand vous swappez sur Norin, bah, vous pouvez faire double tour 1 au tour 2, ce qui compte beaucoup de decks et très pressurisant. Mais enfin ça met la pression. Mais sinon voilà, faut faire attention, c'est pas juste gratuit de le mettre et de swapper dedans. Bref, beaucoup de choses à dire sur Sonorin, en même temps j'ai vu beaucoup de choses passer, donc je me devais d'apporter ma pierre à l'édifice. Suzerain de Bouille-Cal. Alors ça va pas du tout dans mon Mono-Red. Quoique, on sait jamais. Pour 6, on a une 5-5 qui inflige 4 quand elle arrive ou qu'elle attaque, et qui a l'imminence 4, donc comme le copain de tout à l'heure, le Suzerain Noir. Lui, il coûte 4 à jouer en imminence, et du coup pour 4, on va mettre 4 où on veut, dans une créature, dans un Planeswalker, dans la gueule, et une fois qu'il est créature, il va mettre 4 tous les tours. C'est des grosses stats, je pensais pas que je le mettrais dans mon top de cartes d'essai, mais pour l'avoir joué en standard, ce n'est pas le même format certes, mais pour l'avoir joué en standard, j'ai trouvé la carte vraiment intéressante, et du coup je me dis, des decks midrange avec du rouge, il serait régalé je pense de jouer ce Suzerain de Bouille-Cal, en plus qu'on peut le sacrifier puisqu'il a fait sa value une fois qu'il est arrivé, pour faire d'autres choses potentiellement. C'est pas déconnant du tout de le jouer à 6, vous voyez il n'y a que 2 manas de différence entre le jouer à 34 tours ou le jouer direct. Même s'il sera plus facile à gérer du coup en créature enchantement que simplement en enchantement. Je sais pas, j'ai été suffisamment, comment dire, surpris par la carte pour le mentionner dans le top. Je sais pas actuellement où je le mets, il n'y a pas beaucoup de rouge à part Mono-Red qui est joué dans le format, puisque le rouge de Slimfoot c'est un splash, c'est essentiellement un deck Golgari qui a quelques cartes rouges, et pareil dans Aragorn c'est essentiellement un deck Azorius, enfin de base hein, c'est un deck plutôt Azorius avec un petit peu de rouge. Sakia ou Saskia, je sais plus comment ça s'appelle, le truc Jeskai qui est aggro. Je ne me rappelle plus le nom, on verrait. Vous rappellerez, vous me le direz en commentaire. Ça, pour le coup, ça joue un peu plus de rouge. Donc peut-être qu'il y a un peu de place pour un suzerain, en plus qu'à copier avec Satya, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est cool. Voilà, à voir. En tout cas, la carte est pas mal. Tête d'aiguille, tranche 100. Pour 2 mana rouge, on a une 2-2 qui a l'initiative pendant notre tour, qui est humain et assassin. Et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, la tête d'aiguille tranche 100 lui inflige une blessure. Ça rappelle évidemment chez Holdred dans le design. Ça ne nous fait pas gagner de points de vie, ça ne fait que 1 et pas 2. Et en même temps, ça coûte que 2. Ça coûte 2 mana rouge, donc on aurait envie de dire ça rentre plutôt dans les decks mono rouge. Et mono rouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Feldon, il n'a pas trop envie de jouer beaucoup de drop 2. Ça néanmoins, ça met beaucoup de points à distance. Ça oblige l'adversaire à avoir une gestion, sinon ça va mettre des points à distance, ça va être un petit point le temps qu'il prenne son tour l'adversaire. Si jamais il n'a pas de gestion et qu'il veut creuser dans des gestions, bah, il va du coup piocher des cartes certainement et se faire pinguer par la tête d'aiguille. Ça attaque très bien et du coup ça pourrait quand même dénicher une petite place en tant que tour 2 dans Mono-Red, rien que pour ça. Notamment dans les miroirs, hein, ça attaque très bien et l'adversaire défend très mal une tête d'aiguille tranche 100. Après voilà, c'est un tour 2, donc il y a déjà le commandant, il y a peu de place. Et dans d'autres decks, je vois pas trop quel deck jouerait des têtes d'aiguille tranche 100 s'il n'est pas mono rouge. Une version peut-être de Grul, un peu patate, mais on n'a pas de bon général pour jouer Grul aggro, ou alors Grul aggro n'est pas assez fort, je ne sais pas, l'un ou l'autre, peut-être les deux. Donc je ne sais pas. Rakdos aussi peut-être aimerait beaucoup ce genre d'effet, typiquement la moto, Flemmoir. Peut-être qu'il y aurait un slot pour la tête d'aiguille tranchant, mais je crois que Flemmoir c'est 2 aussi, donc compliqué. Compliqué, en tout cas l'effet est cool, l'effet est fort, c'est une bonne carte, donc voilà, j'en parle. Et en plus regardez ce skin, je me permets, il est quand même fort joli, et il glace le sang. Némésis Hurlante, encore une carte pour Mono-Red pour le coup. Quand une carte est rouge, généralement ça va dans Mono-Red. Encore que ça va dans les decks aggro, pas forcément dans Mono-Red. 3-3 pour 3 célérité. Quand elle subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Délicieux. Et si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Un deck mono-rouge qui joue ça, évidemment, il va aller l'empaler contre n'importe quoi pour mettre 3 dégâts face
plus le petit effet qui se coule de n'empêcher de gagner des points de vie tout le temps. C'est le genre d'effet qu'on recherche dans Mono Rouge, mais on veut ce genre d'effet sur des bonnes cartes. On veut pas jouer des cartes juste parce qu'elles font ça, on veut jouer des bonnes cartes qui en plus font ça, et donc ça c'est cool. Même s'il n'y a pas beaucoup de decks qui gagnent des points de vie, mais voilà, il y en a qui se baladent, qui gagnent des petits points de vie par-ci par-là, donc on n'a pas trop envie, et s'il y a des Némésis sur Land, ça fait le café. Les autres decks aggro auront aussi envie de jouer ça à mon avis, parce que si ça meurt, ça veut dire que ça a pris 3, donc ça a certainement pris un trade en mettant 3 aussi, plus les dégâts que ça va mettre, donc ça fait facilement du 2 pour 1. Donc ça c'est très bon. Némésis sur Land, mangez-en, miam miam. Ça c'est une excellente carte, design très simple, même s'il y a un petit peu trop de mots, peut-être ça aurait pu être raccourci, mais bon, c'est très bien. Bien joué Wizard, et il y a un skin cool ou pas? Il y a un skin pas si cool que ça, mais moi j'achèterai quand même dans le skin parce que je suis un pimper fou. Arabelle, poupée abandonnée, créature légendaire, artefact, joué. Pour Boros, on a une 1-3. À chaque fois qu'Arabelle, poupée abandonnée, attaque, elle inflige X blessures à chaque adversaire et vous gagnez X points de vie. X étant le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez. Pourquoi je vous parle d'Arabelle? Parce que c'est légendaire et Boros comme Yoshimaru? Oui. Oui, très bien, exactement. Sasuke a pris Yoshimaru, ça lui met un petit marqueur. Ça va, rien qu'avec elle, faire des petits drains de points de vie 1. Vous aurez souvent dans les decks comme Yoshimaru des petites créatures qui viennent d'arriver à côté qui vont buffer ça. Donc peut-être un drain de vie 2 dès le tour 3 que ça va attaquer. Ça peut être un général, mais franchement, j'imagine pas trop ça jouer, honnêtement, quand on voit qu'il y a Yoshimaru ou Flage. Est-ce qu'on aurait envie de jouer Arabelle pour Trigger? Non, je ne pense pas. Si vous voulez monter un DC budget aggro, peut-être, mais sinon non. Par contre, la carte voilà, fait des choses, et dans des decks agressifs, elle est cool. Donc, selon moi, elle pourrait être un drop 2 du Yoshimaru décent. Parce que ce qu'on recherche, c'est d'améliorer toutes les cartes qui ne sont pas légendaires du Yoshimaru, mais qui sont très fortes, pas des créatures légendaires, qui seraient du coup aussi fortes, mais en plus, elles sont légendaires. Arabelle, je ne sais pas si elle est plus forte que ce qu'on a actuellement dans Yoshimaru, mais elle propose un truc de dégâts à distance qui peut finir l'adversaire, parce que de base, Arabelle, elle va attaquer mettre 1. Parce que c'est le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2, donc elle se compte. Donc, déjà, sur la phase d'attaque, ça met 1 à distance, l'adversaire ne peut pas faire grand-chose. Si on a une petite bête ou 2 autres petites bêtes à côté, ça met vite beaucoup de points à distance. Faites ne serait-ce qu'un Sokenzan que vous recyclez, qui est joué dans Yoshimaru, mettez 2 petites bêtes à côté, ça attaque, ça fait drain de vie 3. Donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Il y a des arguments, il y a beaucoup de bêtes qui trigger Arabelle dans le deck Yoshimaru, ça peut faire des choses. Donc si j'étais vous, j'en récupère une petite en foil pour Yoshimaru au cas où, ça vous coûtera pas grand chose, et puis elle sera dans le classeur. Le joyau fabricant de ballons, ça je ne sais pas du tout où est-ce qu'on le fout, mais d'avoir joué contre, encore une fois au stream d'avant-première, j'ai trouvé la carte débilement forte, surtout quand on build un peu autour. Pour 3, on a une 1-4 célérité, humain et clown, qui a une capacité avec beaucoup de texte. Pour 1, on l'engage, on crée un jeton qui est une copie d'une autre créature que l'on contrôle, excepté que c'est un ballon 1-1, rouge et blanc, avec le vol et la célérité. On le sacrifie au début de la prochaine étape de fin, et on peut le faire que en rituel. Ça peut être votre commandant, typiquement, et ça pourrait être une façon de jouer, ça marche bien avec Arabelle d'ailleurs, une façon alternative de jouer Boros un peu aggro, parce que ça va évidemment doubler vos ETB, mais vu que ça crée un token avec la célérité, ça peut aussi doubler les effets que ça a en attaquant. Donc bon, Arabelle, ça marche pas trop de la copier elle, parce qu'elle est légendaire, mais si vous créez une copie, comme ce sera 1-1, ça marche avec Arabelle, parce que ça fait une bête de plus. Ce joyau fabricant de ballons, il peut faire des trucs assez débiles, et c'est pas un tour 3, c'est un tour 4. On ne joue pas fabricant de ballon pour mettre un point en célérité ou quoi, sauf si on se fait agresser par un deck aggro et on a besoin d'un bloqueur. On le joue tour 4 pour faire jouer au fabricant de ballon, on récupère la priorité, on utilise sa capacité tout de suite. Et du coup, on fait une copie d'un truc d'un tour 3 qu'on a joué qui est costaud, et ça fait des bêtises. C'est une légendaire, donc techniquement on pourrait la mettre dans Yoshimaru, ce qui marcherait bien, ça marcherait avec certains trucs qui a un effet de TB à copier cool, sauf que comme il y a beaucoup de légendaires, ça ferait que le TB, on pourrait pas trop attaquer avec et tout, donc un petit peu dommage. Donc je pense que ce joueur fabricant de ballon, c'est plutôt une carte qui pourrait être un commandant et faire des choses un peu débiles. Je sais pas si le format a le temps pour ça, mais genre avec juste 2-3 bêtes, plus le joueur fabricant de ballon, ça proposait en avant-première, en standard, des boards quasiment létaux tour 4 avec rien quoi. Mec qui fait un tour 1, un tour 3, un tour 2, un tour 3, même pas de tour 1. Jeu fabricant de ballon, ça copie le tour 3, on attaque avec tout, ça propose des patates à 10, c'est vraiment très vénère. C'est vraiment très vénère, et c'est pas grave de le décurver, au contraire, si on peut juste le jouer pour kill, c'est pas plus mal. Donc j'attire l'attention des gens sur ce joyau fabricant de ballon, faudra pas faire les étonner si c'est fort plus tard. Je sais pas si ça va être joué, attention, mais
Ça a des arguments. Nashi, chercheur de l'ombre, que j'ai failli pas mettre dans le top, je me suis beaucoup tâté, mais j'aime bien la carte et je trouve que on manque de créatures Dimir qui proposent des trucs comme ça, donc ça fait plaisir. Nashi, donc c'est un 2-2 pour Dimir, menace, rat, ninja, sorcier. Des super types qui peuvent trigger avec certaines cartes d'ailleurs. À chaque fois que Nashi, chercheur de l'ombre, inflige des blessures de combat à un joueur, ce qui normalement est pas trop dur sur le play avec la menace, qui est plus dur sur la draw, vous allez meuler autant de cartes, donc 2. Puis vous allez mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires et ou d'enchantements parmi elles dans votre main. Si vous n'avez pas mis de cartes dans votre main de cette manière, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Nashi. Vous pouvez, donc vous n'êtes pas obligé, même si vous trouvez un légendaire et un enchantement, enfin et ou un enchantement, vous allez du coup mettre un marqueur rapidement sur Nashi pour qu'il devienne de plus en plus dur à bloquer. Et en fait, c'est tout ce que rechercherait un deck tempo, une créature d'early game qui sera forcément dans votre main de départ, parce que ce sera votre commandant, et qui est une menace chiante pour votre adversaire qui va mettre des points. Et une fois que vous avez développé le Nashi, pas forcément en tour 2, hein, ça dépend des match-up, vous allez protéger votre plan de jeu avec des petits boons, des contres, des anti-bêtes, classiques d'Ymir Tempo, et ce Nashi, du coup, il va aller chercher des créatures légendaires, potentiellement, donc des Airtile, ce genre de bonnes bêtes que vous allez jouer dans votre pack, et qui va être trouvé plus facilement avec Nashi, ou bien rien, et juste prendre des marqueurs. Je trouve que c'est hyper intéressant comme carte, parce qu'on n'avait pas ça avant, ou en tout cas, j'en oublie peut-être, si je dis ça, mais en créature légendaire c'est cool. Il y a beaucoup de bonnes créatures légendaires à mettre dans le deck pour le plan de jeu et qu'on va piocher avec Nashi, ou bien d'enchantement. Je pense notamment au drop 2, le nouveau, qui est créature enchantement, qui est imbloquable, qui va mettre 2 marqueurs, puis qui va piocher une carte et qui va devenir une copie d'autre chose. Ça, dans un deck tempo, c'est cool, et c'est un enchantement. Donc vous allez pouvoir le piocher avec Nashi potentiellement, ce qui est vraiment, vraiment synergique, même si je suis pas sûr qu'on joue les deux dedans, mais voilà, imaginez. Donc Nashi, très cool, très très cool. Et en plus, il y a un petit skin, encore une fois, si vous aimez les skins double exposure, peut-être que ça peut vous faire craquer, voilà. Bon, moi je préfère le skin de base, mais imaginons. Ensuite, on a le survivant vétéran, un super drop 1. Beaucoup trop de lignes de texte pour un drop 1, ça n'a pas de sens, comme ma coupe de cheveux là, qui fait ce qu'elle veut aujourd'hui. Pour 1, on a une 2-1, Lion des Savanes, on t'embrasse. Survie, au début de votre deuxième phase principale, si le survivant vétéran est engagé, exilé jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Avec tous les Slimfoot qui traînent, c'est très cool, même si Slimfoot bloque bien les 2-1, mais voilà, s'il ne peut pas les bloquer, ça exile les cartes, ça fait plaisir. Tant qu'il y a au moins 3 cartes exilées par le survivant vétéran, il gagne +3/+3 et il a la défense talismanique. Ça met la pression, ça exile les cartes du cimetière, n'importe quoi, pas forcément créature, hein, n'importe quoi. Et une fois que ça a exilé 3 trucs, donc il faut réussir à taper 3 fois avec, ou en tout cas l'engager 3 fois, il gagne +3/+3 défense hispanique, il devient 5-3. 5-4, pardon. C'est immense. Et là, je peux vous dire qu'il va continuer à bien taper quand il est 5-4 défense hispanique. Si vous avez des petits véhicules, des trucs qui traînent, vous pouvez l'engager pour simplement faire de la hate tous les tours. Et ensuite, quand il sera suffisamment gros, il deviendra un bagarreur. C'est super. Ça, pareil, récupérer un petit en foil, je vois pas quel deck blanc agressif ne jouerait pas ce survivant vétéran. Franchement, c'est trop trop bien. La sauveteuse vagabonde, moins sûre pour cette carte, pour le coup, comme la carte d'après d'ailleurs, mais elle a tellement de stats, c'est dur de l'imaginer, de ne pas l'imaginer jouer, pardon. Pour 5, on a une 3-4 flash convocation double initiative, humain, samouraï et noble, en plus elle est humaine, donc c'est cool. Et les autres créatures engagées que vous contrôlez ont la défense talismanique. Ça vraiment, ça propose, on l'a mis dans notre top des cartes standards, ça propose plein de trucs super forts. Flash convocation, rien que ça, c'est bien. Double initiative, ça met des vraies patates. Et les autres créatures ont la défense talismanique, donc vous pouvez protéger des bêtes. C'est vraiment délirant. C'est vraiment délirant comme stat. En plus, il y a d'autres skins, encore une fois, pour les plus pimpers d'entre nous. Je vois pas où on la fout à part dans Mono Blanc, actuellement. Mais rien que dans Mono Blanc, c'est une bonne bête. Et en texturé, pas magnifique comme ça. Et franchement, cette sauveteuse vagabonde, elle propose des patterns de... on joue un petit peu sur le board là, et puis d'un coup, bam, vous développez ça en fin de tour. L'adversaire, il est baba, comme un baba au rhum. Vous attaquez avec ça, ou encore pire si vous l'avez fait en réponse à un tricks adverse, où du coup vous protégez votre bête avec les défenses hispaniques. C'est dur quoi. Et puis comme on le disait pour le standard, 2 bêtes ça suffit. 2 bêtes pour convoquer ça, pour 3 mana et 2 bêtes, vous jouez ça en flash. C'est délirant. Et c'est pas très dur d'avoir une bête tour 1, une bête tour 2 dans Mono Blanc, notamment dans Felia, qui a un tour 2 en command zone qui est flash. Je pense que ça peut faire de vraies dingueries. Ça qui peut faire de vraies dingueries et ne rien faire, l'Oculus Abject. Pour 3, on a une 5-5 vol. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, exilez 6 cartes depuis votre cimetière. Au début de l'entretien de chaque adversaire, manifestez l'effroi. Donc vous regardez les 2 cartes du dessus, vous en mettez une dans votre cimetière et une retournée en 2-2 comme une créature. Et vous pouvez retourner la créature si c'est une créature
Enfin, la créature de 2, vous pouvez la retourner en créature tout court pour son court mana, si c'est une créature. Pourquoi je mets ça? Ce qui est bizarre. On dit, mais non, mais c'est un peu de la merde, ça. Alors, si carte à exiler notre cimetière, c'est très dur. Le but de cette carte, c'est de la manifester, en fait, pour la retourner ensuite. Sauf que nous, on va pas jouer un deck manifeste, on s'en fout. J'ai pensé au deck mono bleu, style Octavia ou Malcolm, etc. C'est très facile de remplir son cimetière quand on joue mono bleu, parce que on joue des cantrips, on joue un petit peu de cartes de meule, notamment dans Octavia, qui vont nous trouver d'autres cartes, mais du coup qui nous meulent un petit peu. Juste en faisant du 1 point avec nos cartes, on va monter aux 6 cartes assez facilement. On peut jouer des petits fetch bleus d'ailleurs pour augmenter le nombre de cartes qui vont être mises au cimetière. Donc je me disais, est-ce que dans ce genre de deck, c'est pas assez simple d'aller chercher les 6 cartes dans le cimetière, et une fois qu'on les a, le port que vous développez pour 3 mana, c'est 5-5 vol, c'est immense. En duel commander, il n'y a pas grand chose qui a des stats comme ça, et vous passez le tour, donc normalement il n'est pas géré dans le tour par votre adversaire, en tout cas c'est dur. Vous passez le tour, hop là, trigger l'entretien d'adversaire, vous faites une 2-2. Donc même s'il le gère, vous avez quand même fait une 2-2 pour 3. Et votre cimetière, vous n'en avez pas spécialement besoin dans les decks mono bleu, à part pour Snapcaster. Donc ma question c'est, est-ce que dans des decks bleus, ou bleu et une autre couleur, limite bicolore, ça passe aussi. Mais tricolore, je pense que ça va être un petit peu plus complexe. En fait, il y aura trop de prétendants au drop 3 pour avoir un Oculus Subject. Mais dans les decks monocolore bleu et bicolore, à quel point on va facilement avoir 6 cartes au cimetière. Alors pas au tour 3, attention, hein, ça c'est pas un truc qui va se curver, mais justement vous allez jouer au tour 5 à mon avis, 5-6, ce sera quand même des stats délirantes, vous aurez du mana à côté pour faire des trucs, et l'adversaire va être en mode, mais comment je gère ça, quoi? Il va se prendre 4 coups d'œil, fini. Finito, pipo, mort. Peut-être que je surévalue la carte, mais c'est une carte, on était passé dessus avec Van, on était en mode, oui bon allez, c'est un peu fort, mais c'est chiant, on s'en fout. Là quand je la revois, je me dis, franchement, ça va faire des trucs, hein. Ça fait très peur comme ça. Franchement, ça va faire des trucs. Ça peut faire des trucs. Ça va peut-être pas en faire, mais ça peut faire des trucs. Ensuite, on a protégé par les fantômes. Ça marche bien dans Ultipath, mais dans des decks mono blanc ou juste bagarre à base blanche, je trouve ça hyper fort pour avoir pas mal joué contre déjà. Pour 2, on a une aura qui enchante une créature que l'on contrôle. Quand elle arrive en jeu, on exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que protégé par les fantômes quitte le champ de bataille. Et ça donne +1/+0, lien de vie, parade 2 à la bête. C'est immense. C'est immense. Pour 2, les stats que ça développe, c'est ouf. Déjà, juste pour 2, ça donnait +1/+0, lien de vie, parade 2, ce serait une bonne carte. Là, je ne jouais pas en DC, mais ce serait une bonne carte. Là, en plus, ça gère un permanent non terrain, n'importe quoi. Donc, c'est zinzin délirant. On peut faire des tricks avec Felia, notamment, quand on attaque avec Felia, blinker protégé par les fantômes, pour réexiler quelque chose. Alors, on rend ce qu'on a exilé, sauf que si on a ciblé, par exemple, des petits trucs en early ou des tokens, on les rend pas. Si on la met sur Felia, en plus, ça rend Felia un peu dur à gérer parce que parade 2 et ça devient une 3-2 lifelink qui cogne, c'est quand même pas mal, qui peut enlever les bloqueurs en plus d'avoir enlevé un bloqueur et protégé par les fantômes. La carte elle est vraiment délirante. Je trouve que c'est une super aura. Évidemment dans Ultipath, une aura qui fait de la gestion et qui permet d'aller chercher une autre aura, c'est délirant, donc voilà. Ça s'adresse plutôt aux joueurs de mono blanc à mon avis. Mais un petit deck genre Orzhov aggro, un peu gain de points de vie ou quoi, genre Karloff, il peut être très content aussi d'avoir ça dans ses papates, hein. Pareil, les decks Lurus, même s'ils sont peu nombreux, c'est un permanent que vous pouvez rejouer de votre cimetière qui va réexiler un truc. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça fait des trucs. Ensuite, on passe aux cartes du coup de commandeur de Smurn. Genèse informe. Genèse informe. Pour 3, on a un rituel de clan change forme, change l'un. C'est hyper bien d'avoir un type comme ça très précis parce que rituel de clan, c'est pas rituel, c'est rituel de clan. Ce qui veut dire que ça compte comme un type de plus pour vos Tarmogoyfs. Et en plus, c'est la couleur où on joue des Tarmogoyfs et Pyrogoyfs, etc. Même si vous n'allez pas forcément en avoir dans votre deck, imaginez. On crée pour 3 un jeton de créature XX incolore change forme avec le changelin et le contact mortel. Donc il est tous les types et il a le contact mortel, c'est pas mal. X étant le nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. C'est très facile d'avoir 3 landes dans votre cimetière au tour 3. Parce que tour 1, vous allez fetcher. Tour 2, vous fetchez, vous faites un truc de discard, peu importe, vous meulez un peu, vous avez des terrains en plus. Tour 3, vous refetchez. Voilà, c'est très facile d'avoir 3 terrains, ou même 2 terrains, c'est pas très grave, parce que vous aurez quand même une 2-2 Death Touch. Et l'intérêt, parce que vous dire, ouais, ok, mais c'est un peu naze, non? C'est que ça a le pixage. Donc ça veut dire qu'en late game, tant que l'adversaire vous aura pas géré ça de votre cimetière et il aura un peu de mal, vous allez pouvoir discard des terrains pour recaster la genèse informe de votre cimetière autant de fois que vous le voulez. Et ça, c'est très fort. Du coup, ça veut dire que tous vos lands, ça devient une XX de Death Touch change forme. Ça marche
très bien avec le Pyrogoyf, parce que du coup, comme il échange forme, il est aussi l'Urgoyf, et donc il va trigger, et du coup, il va être de plus en plus gros. Il y a moyen de faire vraiment un deck Tarmo, encore plus avec cette genèse. J'y pensais surtout pour les decks land. Du coup, ça fait un kill ou un bloqueur potentiel régulier. Notamment des decks comme Azusa qui ont énormément de land, qui du coup transforment vos top deck land en c'est pas seulement un land. C'est pas seulement un land, Harry, c'est aussi une grosse bête. Mais c'est vrai que dans les decks Tarmogoyf, ça marche aussi. Je ne sais pas, mais je trouve ça puissant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. On reste dans le vert avec la monstruosité Ursidée. Ça, c'est typiquement le genre de carte, les gens passent à côté, on s'en fout un peu, ok, 3-3 piètes, machin. Mais je trouve l'effet très puissant. C'est pour ça que je vous en parle dans le top. 3-3 piétinement pour 3, déjà c'est ok. Au début du combat, pendant votre tour, meulez une carte et choisissez un adversaire au hasard. Donc ça vous permet de vous meuler un petit peu, c'est intéressant dans certaines stratégies, et c'est dès qu'elle arrive en jeu. Choisissez un adversaire au hasard. Donc ça va être très facile de choisir un adversaire au hasard en DC. La monstruosité Ursidée attaque ce joueur pendant ce combat si possible. Donc pas quand vous venez de la jouer, elle n'a pas la célérité. Jusqu'à la fin du tour, la monstruosité Ursidée acquiert l'indestructible et gagne +1/+1 pour chaque type de carte parmi les cartes dans votre cimetière. Vu que vous avez meulé une carte, elle a forcément un type la carte, donc il a au moins +1/+1 l'ours. Il est indestructible, donc ça veut dire que quand vous allez attaquer au tour suivant, vous aurez déjà meulé 2 fois logiquement. Ce qui veut dire que vous aurez, en plus d'avoir peut-être un petit fetch, un petit truc, très certainement entre 2 et 4 types de cartes dans votre cimetière, ça dépend comment il est buildé votre deck. Vous aurez très facilement 2 à 3 types de cartes en tout cas. Donc ça veut dire que ça va cogner au tour 3, au tour 4, pardon. Ça peut cogner au tour 3 hein, si vous l'avez accéléré, mais ça peut cogner au tour 4 en tant que 5-5 piétinement très facilement. Et ça continue de vous meuler, ça marche avec votre stratégie potentiellement un peu cimetière, ou dans des decks comme Slimfoot, hein, qui aime bien avoir quelques créatures au cimetière pour la réanimer avec Slimfoot. Je trouve que c'est délirant. Alors c'est sur la même curve que Slimfoot par exemple, hein, dans ce deck là, mais ça cogne très facilement en piétinement indestructible, quoi. Ne serait-ce que 2 types, c'est une 5-5. Si vous avez 3 types, c'est une 6-6. Et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire tout le nombre de types possible, mais costaud, hein. Costaud. Et encore une fois, ça c'est un type très rare, donc si jamais vous l'avez au cimetière, bah, ça marche aussi avec la monstruosité, quoi. C'est hyper intéressant, et je pense que ça c'est une belle bête qui va bien bagarrer. Moi je vais précommander ça très fort. Athlète vedette, pour l'avant-dernière carte de ce top du coup des cartes d'essai, pour 3 mana, pardon, on a une 3-2 menace, dont 2 mana rouge, qui est humain et guerrier, c'est de mon type, avec un dessin très drôle d'ailleurs. À chaque fois que l'athlète vedette attaque, choisissez jusqu'à un permanent non-terrain ciblé. Son contrôleur peut le sacrifier. S'il ne le fait pas, l'athlète vedette inflige 5 blessures à ce joueur. Donc en gros, c'est j'attaque. Ça, tu le sacrifies ou pas? Non, tu prends 5. Donc vous choisissez quel permanent il va sacrifier. Ce qui est quand même très fort. Si c'est un truc indestructible, ça marche aussi. Tu dis, tiens, est-ce que tu sacrifies ton permanent indestructible? Ça dégage. Alors c'est non-terrain, fort heureusement. Et ça le blitz en plus de ça. Ce qui veut dire que vous pouvez payer 4 pour le jouer. Il a la menace, la célérité, pardon. Il a la menace, donc il va être assez facilement imbloquable. Il va faire son effet de tiens, ça tu le sacrifies ou tu prends 5. Et puis quand il va mourir, il va piocher une carte. C'est super. Ça, c'est super fort. C'est très très bon. Évidemment, vous laissez le choix à l'adversaire de prendre 5 ou de sacrifier. Sauf que la plupart du temps, si vous jouez ça, c'est que vous jouez aggro, il n'a pas envie de prendre 5 du tout. Donc il va juste sacrifier gentiment son permanent. Donc ça devient une 3 de menace qui tue un truc. Et s'il ne peut pas gérer ça, s'il ne peut pas le bloquer, pas le tuer, ça va le faire tous les tours. Ça, c'est sous-côté, j'ai vu personne en parler. Après, je suis pas allé trop voir sur les Discord et tout, mais j'ai vu personne parler de ça ou quoi sur les réseaux. Je trouve cette créature hyper forte. C'est vous qui choisissez le permanent. C'est un truc de fou. Voilà. Rien de plus à dire. Et on va terminer par le V. VVV, jeu du V. Valgavoth, Air sur Dame pour 4. On a une 4-4 vol parade payée 2 points de vie en 7 démon. C'est intéressant d'être un démon pour certaines cartes dans Magic. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pour la première fois pendant chacun de ses tours, mettez un marqueur +1/+1 sur Valgavoth, Air sur Dame et piochez une carte. Ça peut être un général, même si je pense qu'on s'en servira pas pour ça. Je trouve que c'est un bon drop 4. Je sais pas où est-ce qu'on le fout, hein, encore une fois, mais c'est juste un bon drop 4. 4-4 vol, une petite parade qui coûte 2 points de vie. Donc ça veut dire que si il le scie pendant son tour, l'adversaire, trigger parade d'abord avant de résoudre le spell, donc il perd des points de vie, donc on met un marqueur sur Valgavoth, donc on pioche une carte, donc il s'est remboursé. Et puis ça cogne fort, quoi. C'est 5 coups pour tuer quelqu'un, hein, Valgavoth. Ça cogne à 4, mais du coup, 4 x 5, 20, les comptes sont bons. Ça peut kill assez vite.
C'est pas trop dur non plus d'infliger des points de dégâts à l'adversaire pendant son tour. C'est pas pendant notre tour malheureusement, mais ce serait vraiment très fort ce Valgavoth pour le coup. Voilà, je vous le présente. C'est Valgavoth, c'est le V. Des bonnes stats. Un skin très cool, en plus Full Art Foil disponible pas trop cher parce que c'est le commandant du deck de base. C'est le commandant de base pardon, dans le deck commandeur multi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Valgavoth? Est-ce qu'on teste en général? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on le met dans un deck et c'est le haut de curve? C'est peut-être un poil cher. Est-ce que ça a des bonnes stats et un effet quand même assez puissant? Je suis d'accord. Voilà, c'est la dernière carte. Vous en faites ce que vous voulez. Ça conclut ce top des cartes d'essai du coup. Pour ceux qui attendent le top des cartes Pauper, j'en ai parlé en stream, mais peut-être que vous n'étiez point là, évidemment. Il n'y en aura pas sur cette extension parce qu'il n'y a pas de cartes, selon moi, qui sont bien en Pauper, à part les Biland qui vont rentrer dans certains decks assez naturellement. Notamment des decks plutôt agressifs, mais voilà, c'est la seule carte, donc je vais pas faire une vidéo juste pour parler de ça, et je pense que je ferai plutôt des top poppers pour les grosses extensions qui concernent les formats hors standard, là où il y a plus de chances d'avoir des cartes intéressantes pour le popper. Mais dès qu'il y a cette carte, évidemment, je vous fai une vidéo dessus. Voilà pour ce top des cartes d'essai, j'espère que je ne me suis pas trop trompé, en même temps c'est le jeu, je me mouille, je donne mon avis sur internet, donc finalement, il n'y a que ceux qui donnent leur avis qui peuvent se tromper. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt sur cette même chaîne, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.